Mais revenons à Dark Vador. Nous découvrons que ce personnage principal n'a pas de père. Et que, progressivement, ou en tout cas en fin de parcours, il revient vers le bon côté de la force. Il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'on est souvent, à Hollywood, c'est une technique de propagande, dans l'inversion accusatoire. C'est-à-dire projeter ses propres tares sur l'adversaire et inverser les valeurs. Donc c'est un principe kabbaliste. Faire passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. Ce qui souvent mène vers des fausses pistes. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ce Dark Vador qui n'a pas de père ressemble ici à Jésus. Il y a un messianisme camouflé. C'est-à-dire que les messianistes kabbalistes attendent un Messie, mais bien sûr ce n'est pas Jésus. Mais pour leurrer les chrétiens, et donc on reviendra sur ce point, avec les mouvements millénaristes, eh bien, ils ont alimenté la parousie de Jésus, alors qu'eux, bien sûr, ils veulent autre chose. Ça, c'est un second point. Ensuite, donc, cela montre que les cibles visées de la propagande, c'est en premier lieu, et on peut l'expliquer de façon tout à fait naturelle et rationnelle, c'est que c'est la puissance dominante, Édom. Et qu'une grande partie de la propagande d'Hollywood, elle est tournée vers cette notion de vengeance contre le peuple de Édom. Donc dès que vous voyez le nom de vengeance dans un titre ou dans le thème d'un film, c'est de la propagande kabbalistique et il est fort à supposer que le réalisateur en question est un crypto-juif. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir comment il se dévoile, notamment Tarantino, qui a fait des films sur le thème de la vengeance. Je vais en reparler. Mais aussi Clint Eastwood, qui a fait des films sur le thème de la vengeance. Et l'autre thème qui est récurrent à Hollywood et qui est plus caché, et qu'on revoit dans les œuvres de Clint Eastwood aussi, hein, c'est un dénigrement sournois de Jésus et de la religion chrétienne. Donc ici, on a un exemple avec Dark Vador. On a de multiples autres exemples. D'ailleurs, les exemples sont innombrables. Donc c'est le deuxième pôle de la propagande hollywoodienne. Et bien sûr, la propagande hollywoodienne, elle diffuse aussi des messages kabbalistes, notamment le message de polarité, sur lequel je reviendrai plus tard aussi. Donc il y a tellement de thèmes à aborder, c'est pour ça que je renvoie sur des éléments que je développerai plus tard. Et ici, on en a un exemple hein, dans le premier opus de La Guerre des Étoiles, avec la princesse Leia, qui est la sœur jumelle de Luke Skywalker. Il faut savoir que le monde occulte est friand des histoires de jumeaux. Donc on va en parler dans la popularité. On le voit avec Dupont et Dupont dans Tintin. On le voit aussi dans le film Le Prestige de Nolan, où Christian Bale, un propagandiste notoire, qui joue le rôle de deux frères, des magiciens sorciers, mais ils se disent plus prestigitateurs que réels sorciers, mais ça c'est à discuter. Et ici, non seulement ce sont des jumeaux, mais en plus ils ont une liaison, même si elle est involontaire, une liaison incestueuse. Ça aussi c'est un thème récurrent dans la propagande kabbalistique, et ce point aussi je vais en reparler. Donc je passe plusieurs épisodes de ce processus de domination du monde par une extension tentaculaire de la force marchande de cette élite financière qui était dénommée pendant la période antisémite allemande de juiverie internationale. Eh bien,
On va passer plusieurs épisodes, notamment celle des révolutions, mais on va s'arrêter malgré tout à une technique de propagande au sein de la Révolution française, notamment, donc ce n'est qu'un exemple, ce n'est qu'un échantillon, et qui est la diffusion de l'idéologie égalitaire, platonicienne, essénienne et discriminatoire. Oui, parce que même sous la Révolution française, l'égalité ne concernait pas les colonies, même si bien sûr il y avait débat sur la chose, mais ça ne concernait pas les colonies. Et ça ne concernait pas le non européen. Et même si aussi il y avait débat sur la chose. En tout cas, même les mouvements humanistes qui émanciperont, qui aboutiront sur l'abrogation de l'esclavage et l'émancipation du droit de la femme, eh bien, il y a un arrière-fond messianiste, mais aussi économique, c'est-à-dire que ça enlève ces sources de richesse des mains de l'aristocratie ancienne et c'est les mains aux mains, entre les mains de l'aristocratie marchande. Donc voilà, encore une fois, nous sommes dans l'illusion et la parfaite sorcellerie, ici dans le sens de la manipulation sournoise des esprits, en sachant qu'il y a un lien entre la manipulation imagée et la manipulation concrète des esprits. De la même manière qu'il y a un lien entre la manipulation des esprits et la sorcellerie, puisque l'une des fonctions de la sorcellerie consiste à manipuler les esprits. Ça aussi, on pourrait l'évoquer. Et donc, nous retrouvons cette notion d'égalitarisme dans les écrits de Rousseau. Rousseau qui était un agent de la banque. Un Suisse agent de la banque. Et on peut faire un parallèle, ce qui se constituera un premier signal, et on en donnera d'autres, avec Alain Soral, qui lui est également originaire de Suisse, et qui provient des milieux marxistes, donc égalitaires. Donc ici, on a un premier signal sur Soral, et on en verra d'autres. Et donc, pour faire court, la Compagnie des Indes, elle va jouer un grand rôle dans la mise en place du pouvoir tentaculaire de la banque, à plusieurs niveaux. Déjà, grâce à la Compagnie des Indes, ou par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes, qui vont assurer, qui vont sécuriser la route de la soie, ils vont s'accaparer les monopoles des drogues et des stupéfiants. C'est intéressant de noter que depuis l'Antiquité, les drogues font partie intégrante de la sorcellerie. Donc il y a toujours cette double dimension, une dimension matérielle, une dimension métaphysique de l'utilisation de l'occultisme. Et d'ailleurs, ça sera un outil d'invasion de la Chine. La drogue sera un outil, l'opium sera un outil d'invasion de la Chine. Elle sera mise en place par la Compagnie des Indes. Et entre guillemets, c'est l'élite financière qui a entre les mains les réseaux de drogue internationaux, même si on nous montre qu'ils sont entre les mains, anciennement, avant les années 60, de la mafia, et ensuite par la suite de la CIA, mais la CIA ce n'est qu'un instrument de l'élite financière. Donc voilà, un nouveau leurre et une nouvelle illusion. Donc on va passer rapidement les révolutions, qui ont consisté à faire tomber l'ancienne aristocratie héréditaire pour la supplanter par une aristocratie marchande qui a infiltré les grandes lignées européennes. Il a consisté à cette étape, très tôt, à conserver le pouvoir que la banque a spolié, et c'est même une étape qui est plus difficile que l'étape de spoliation. C'est-à-dire qu'il est plus difficile de construire que de détruire. Et là, très tôt, on a imaginé des méthodes de contre-insurrectionnelles. Bon, bien sûr, on peut expliquer ces grandes idées machiavéliques, on peut l'expliquer par le génie juif, qui s'explique lui-même par le pogrom. Les juifs étaient perméables aux pensées subversives qui ont traversé les époques, parce que se sentant eux-mêmes maudits par Dieu, donc il y a une dimension spirituelle, mais aussi
parce qu'ils étaient en proie à des puissances qui étaient qui de temps à autre les persécutaient. Il est même possible que certains crypto-juifs au sein des grands marchands qui ont participé, voire initié ses propres précautions juives. On peut en citer des exemples, hein, notamment avec avec Saint Louis, mais là est un autre sujet. Donc aussi très tôt, les Juifs ont maîtrisé les techniques de sorcellerie, donc il y a des sorts, qu'ils ont mis au service de l'Empire anglais. C'est ce qui explique éventuellement cet empire immense anglais qu'on appelle l'Empire Thalasso. Donc ils ont très tôt dominé les mers. Et il y a aussi, et c'est un sujet qui est plus délicat, cette propension à dominer les esprits grâce à la sorcellerie, qui va être développée par l'intermédiaire de la CIA, donc on a un instrument de l'élite financière, qui vont développer les techniques de manipulation avec les programmes MK Ultra. Et si on ajoute à cela, donc c'est un peu dire ce que je vais dire, mais c'est un sujet aussi que je vais développer, ils se sont rendus compte très tôt, mais pas que les juifs bien sûr, hein, les occultistes en règle générale, que la transgression, elle permet à l'homme de décupler certaines forces intérieures. Donc ça peut paraître un peu farfelu. On va reparler de ce sujet-là. Et malheureusement, les techniques pour apprendre à décupler ses forces ou à les solliciter, elles sont extrêmement perverses. Il y a notamment l'homosexualité, je vais revenir sur ce point, bien sûr la pédophilie, bien sûr l'idolâtrie, peut-être en premier rang, et malheureusement aussi le meurtre. Et ce sont, on va dire, là, trois grands péchés, ou trois péchés capitaux que le Coran condamne. Donc c'est indirectement le Coran, il condamne les sociétés occultes ou les cultes à mystère de l'Antiquité. Et ces péchés, ce que sont l'idolâtrie, donc il y a aussi la sorcellerie, le meurtre, et le troisième, qui est l'adultère. Donc dans les temples, parfois dans les temples occultes, il y avait ce que l'on nomme de façon vulgaire à notre époque des partouzes, mais aussi il y avait des sacrifices humains, notamment des enfants, des viols d'enfants, et il y avait aussi la pratique de l'homosexualité, je revenais sur ce point. Et donc, il est possible que cette transgression extrême, non seulement elle met l'individu en contact des grands démons, puisque c'est le deal, mais aussi elle lui permet de développer des forces cachées au plus profond de son être, et ça sera l'une des motivations qui vont pousser l'espionnage anglo-saxon, donc qui sont les outils de la banque, les instruments de la banque, à mener des explorations, notamment au Tibet, en Inde, afin d'améliorer, de développer les techniques de sorcellerie et tout ce qui est lié au paranormal, à la possession des esprits et autres. Et donc, bien sûr, c'est dans ces pays-là également, il y a ces trois grands péchés capitaux que sont l'adultère, enfin, la fornication, le meurtre et l'idolâtrie. Eh bien, non seulement les services secrets occidentaux ils vont récupérer ces méthodes occultes, mais en plus, ils vont infiltrer ces endroits, donc ils vont propager des réseaux d'espionnage, ayant une double fonction. La première, c'est bien sûr
de s'accaparer les monopoles de ces régions. Donc il y a une dimension économique. Ils vont infiltrer les sociétés occultes de ces régions, mais aussi ils vont induire en erreur, et c'est là le génie, ils vont induire en erreur les pays occidentaux, donc qui représentent des menaces, qui ont la velléité de se révolter contre la mainmise de l'élite financière. Ils vont les induire en erreur en mettant en place, en inculquant, en insufflant une graine, donc c'est l'inception du fameux Christopher Nolan, et qui est la théosophie. La théosophie, c'est un sacrétisme des sociétés, on va dire des sociétés occultes à travers le monde. Et donc ce syncrétisme, cette théosophie, elle aura plusieurs fonctions. Donc elle a, comme je disais, des fonctions d'espionnage, avec des dimensions économiques. Ils vont infiltrer avec, ils vont exporter la théosophie en Occident. Donc on le voit avec Rockefeller qui fait venir des moines tibétains aux États-Unis. Et on se rend compte d'ailleurs que les ordres bouddhistes américains sont constitués en grande partie de crypto-juifs. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, ils se rendent compte que leur plus grand ennemi, ce sont les deux piliers de l'Ancien Régime, que sont le clergé et les anciennes dynasties. Et donc, il faut éviter un retour de la chrétienté. Donc ça, c'est une réponse à Pierre Hillard, qui pense que les chrétiens sont ciblés parce qu'ils représentent la vérité. Il faut détruire le catholicisme. Donc il y a eu plusieurs techniques avec l'infiltration des grands mouvements modernes, religieux et profanes. Donc on l'a vu avec ça a commencé avec plus ou moins avec les Quakers, avec les protestants, avec les témoins de Jéhovah, avec tout ce genre de mouvements, mais aussi toutes les idéologies du 19e siècle, que sont le communisme, le darwinisme, aussi les théories économistes, keynésiennes, capitalistes et autres. Et donc, ils vont insuffler la théosophie en vue de restaurer les religions païennes, pré-chrétiennes, donc qui est symbolisée par Pan, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais aussi pour dissuader, comme on l'a dit, l'ancienne aristocratie de reprendre du poil de la bête, eh bien, ils vont inoculer des mouvements qui sont certes réactionnaires vis-à-vis de la domination de l'élite financière, mais aussi qui eux-mêmes s'opposent à la chrétienté. Ce sera le fascisme, le nazisme, donc le franquisme, si on peut appeler ça, avec Franco en Espagne. C'est tous ces mouvements d'émancipation qui vont supplanter les anciens régimes de ces différents pays. Et en Russie, ça sera le communisme qui va supplanter à la dynastie Romanov. Donc ces mouvements, ils auront lieu en Allemagne, qui sera supplanté à la monarchie, à l'empereur allemand, avec le nazisme. En Italie, c'est le fascisme. En Espagne, c'est Franco. Et donc, la théosophie
qui sera systémisé et codifié par des espions sorciers, que sont Elena Blavatsky, qui elle vient de Russie. Donc ici, il y a forcément une complicité russe. Et plus tard, l'espion sorcier Aleister Crowley, eh bien, cette théosophie, ils vont impulser les mouvements contestataires nazis qui auront une dimension occulte et qui seront par définition antichrétiens. C'est complètement paradoxal parce qu'actuellement on nous fait passer les identitaires et le suprémacisme blanc comme des mouvements à vocation morale, même si ce n'est pas entièrement faux, puisqu'ils veulent restaurer ce qui était détruit de la famille patriarcale, certes, mais il y a dans ces mouvements-là, outre le fait qu'ils veulent revenir au paganisme ancien, il y a l'utilisation dans les couches élitistes et supérieures de la sorcellerie, de l'occultisme, et souvent ce sont des mouvements, et ça j'en parlerai ça aussi plus tard, où l'homosexualité et la pédophilie et ce qu'on appelle la pédocriminalité et le sacrifice d'enfants, eh bien, elles sont répandues dans ces couches-là. Et ces mouvements satanistes, antichrétiens, ils se présentent sous la forme de mouvements libérateurs et avec des grands idéaux moraux, alors que la réalité est tout autre. Et ça, c'est une des premières critiques à lancer contre, contre les idées alternatives. Et donc, sans m'attarder sur ce point, tous les mouvements d'émancipation qui ont fleuri depuis le 19e siècle, eh bien, sont issus de la contre-propagande, donc de ces méthodes contre-insurrectionnelles, et on va en donner certains exemples. Notamment en Chine, avec le mouvement Boxer, qui s'est insurgé contre la dynastie Han, des Qing, pardon. Donc ils sont insurgés contre la dynastie Qing. Eh bien, il est à noter que le symbole de cette insurrection est le point fermé noir. On retrouvera le point fermé dans ces divers mouvements d'émancipation du monde moderne, notamment même les mouvements féministes, les mouvements gays, bien sûr les mouvements communistes, le point fermé, et les mouvements antiségrégationnistes, donc qui défendent la cause noire, donc, les Black Panthers et autres. Et d'ailleurs, l'événement des Jeux Olympiques 68, on nous montre l'athlète noir Tommy Smith fermer son poing en l'air, donc le fameux symbole des boxeurs. Eh bien, il n'était pas du tout anodin, c'était un acte de propagande. Peut-être que lui-même, il n'en a pas conscience. Donc, quand on parle d'acteurs, ils sont soit des dupes, soit des agents. Donc, on peut être formel sur l'une ou l'autre des deux hypothèses que si les indices extérieurs nous l'indiquent. En tout cas, pour ce qui est de Tommy Smith, aussi symbolique que puisse être son geste, eh bien, il était au service de la propagande. Peut-être bien malgré lui. Et il est tout aussi amusant de voir Kylian Mbappé se mettre sur un genou, avec un genou à terre, lever le poing au ciel, en signe de protestation, en s'imaginant que son geste, il est subversif, mais en réalité il n'est pas du tout subversif, puisqu'il est en phase avec l'élite. Il est en phase avec ce que l'élite financière veut de lui.
et après tout, il est dans son rôle. Pour revenir au Boxer, donc cette révolte a été mise en scène par Hollywood avec les 400 jours de Pékin, nouveau lapsus, et dont l'acteur principal fut Charlton Heston. Il faut savoir que Charlton Heston, il est, là aussi ça peut paraître farfelu, il est un agent des services secrets américains, de la CIA. Et il faut savoir que à Hollywood, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai peut-être par le passé, à partir des années 70, mais en tout cas dès le début d'Hollywood, il a progressivement eu la main mise des services secrets américains sur l'industrie cinématographique, mais aussi sur l'industrie de la musique et sur l'art en général. Et à partir des années 70, de façon plus prononcée, donc bien sûr sur la presse. Et on va dire le dernier gros événement en main qui a permis la mise en main, ou la mainmise de la CIA sur l'industrie Hollywood, c'est l'affaire Sharon Tate. J'en ai déjà parlé en privé, j'en reparlerai peut-être à l'avenir. Eh bien, les acteurs, ils ont une double particularité. Ça, je renvoie pour cela aux travaux parce que ça peut paraître complètement farfelu. Je renvoie cela aux travaux de Mills Matisse, dont je ne partage pas toutes les conclusions. C'est un portraitiste scientifique, donc il remet en question certaines théories scientifiques modernes. Il remet bien sûr en question l'art moderne, qui est de la contre-propagande également. Et il s'est spécialisé dans la généalogie. Donc c'est très intéressant de ce côté-là. Et il démontre que tous les pouvoirs en place actuellement, ou en tout cas depuis plusieurs siècles, eh ben, les hommes au pouvoir, ils proviennent souvent des mêmes familles. C'est un cercle familial qui a été infiltré par les marchands crypto-juifs. Donc ce sont des familles qui sont infiltrées par les crypto-juifs, ça c'est une première chose. Et c'est-à-dire que les grands hommes du XXe siècle, ça peut paraître un peu difficile à appréhender, les grands hommes du XXe siècle, ils sont liés à ces familles. Et il y a une caractéristique chez ces grands hommes, donc il en fait la démonstration Mills Matisse, c'est qu'ils sont souvent des crypto-juifs et souvent ce sont des gays, des homosexuels. En sachant que j'avais expliqué que l'homosexualité est répandue dans le monde occulte. Donc soit on devient homosexuel par mimétisme, par opportunisme, ou soit parce qu'on est convaincu soi-même qui va nous apporter gloire et richesse, que l'occultisme qui se manifeste à travers l'homosexualité va nous apporter gloire et richesse. Et malheureusement, on retrouve cette double caractéristique dans le monde du cinéma. C'est que souvent dans le monde du cinéma, les acteurs à Hollywood, ils font partie des anciennes lignées anglaises, donc qui ont été infiltrées par l'élite financière, donc qui sont crypto-juifs. Et souvent, on a affaire non seulement à d'anciens nobles, mais aussi à des crypto-juifs homosexuels. Donc la question n'est plus de se poser, parce que souvent on se dit est-ce qu'un tel est un juif, est-ce qu'un tel est un juif, est-ce qu'un tel est homosexuel. En fait, la question n'est plus tant de se poser si un tel et un tel sont homosexuels ou juifs. La question est plutôt de se demander qui parmi eux ne l'est pas. Et bien sûr, se poser comme ça peut paraître farfelu, donc je renvoie aux travaux de Matisse, de Mills Matisse. Et il démontre même que des grands personnages, mais j'ai pas envie de citer de nom, ça peut paraître tellement farfelu, qui ont marqué le XXe siècle, ils remontent à ces grandes lignées aristocratiques, donc ils sont infiltrés par des crypto-juifs. Et le meilleur exemple, lui je vais le citer nommément, puisque je vais l'utiliser pour réfuter par la suite Laurent Guéhenno, en la personne de Kennedy, qui fait partie des grandes lignées anglaises
et bien sûr dont ces lignées ont été infiltrées par des crypto-juifs. Et je reviendrai sur ce point lorsque je parlerai des limites de la dissidence et des solutions alternatives. Je vais donner ici un exemple de ces méthodes contre-insurrectionnelles qui sont basées sur la dialectique thèse, antithèse et synthèse. Donc c'est la fameuse régulation hegelienne qui est chère aux complotistes, en la personne de Julius Evola. Julius Evola, donc qui est un héritier de Guénon pour la dimension mystique, on va dire, et pour la dimension, on va dire que Guénon, j'ai envie d'extrapoler ici, pour ne pas que la chose soit polémiste, donc j'extrapole. On va dire pour la dimension apolitique et mystique, Evola s'inspire de Guénon, en sachant que Guénon a mis en avant les idées d'Elena Blavatsky sur l'hyperborée, la tradition primordiale et la race aryenne, même si on peut éventuellement orienter, en tout cas pour ce qui est de la tradition primordiale, on peut orienter les choses dans le bon sens, puisque c'est en phase avec la nature saine de l'homme, qui a un penchant vers le monothéisme, mais ça reste malgré tout des thèses qui ont été exploitées en vue de la théosophie, d'imposer la théosophie dans les milieux réactionnaires, donc à double vocation, mettre un terme à la chrétienté, en tout cas en Occident, et bien sûr en ayant la main mise sur ces mouvements, et de réinsuffler le paganisme pré-chrétien, et pour les pays musulmans, le paganisme pré-islamique. Je donne un exemple de paganisme pré-islamique un peu plus tard. Et donc ce Junius Frey, il est intéressant à plus d'un titre. Junius Frey, encore un lapsus. Ce Julius Evola, qui a un visage en tête, un visage en forme de flamme, un peu comme Baudelaire. J'en ai parlé en privé lorsque j'ai parlé d'un faux personnage qui était Peter Pantorse, qui avait un visage en forme de flamme. C'est un personnage imaginaire, mais c'est plutôt une forme de démon, on va dire pour ce qui est de Peter Pantorse, hein. Peter Pan, qui deviendra Peter Pan dans l'art moderne, et qui prend ses racines, bien sûr, dans les sociétés occultes. Et lorsqu'on met en avant actuellement Peter Pan, c'est parce qu'il y a une mainmise de ces sociétés occultes sur le monde moderne, puisque par le passé, cette allusion à Pan, elle était cachée et secrète. Pour dire que Evola a une tête en forme de flamme, mais ça ne veut rien dire, bien sûr, c'est juste pour anecdotique. Eh bien, Evola est le théoricien d'un élitisme anti-moderne fondé sur la référence à une tradition aryo-nordique définie par la mythologie solaire et le principe aristocratique mâle opposé au principe féminin de la démocratie. Ici, j'ai lu un passage de sa biographie dans Wikipédia, donc ce n'est pas un site complotiste. Et bien, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il met en avant exactement le projet messianiste kabbalistique de l'élite financière. Il y a la thèse, on va dire le pouvoir mondialiste, qui a vocation, qui a tendance féminine, qui est représentée dans l'ésotérisme par la lune. Donc là, on attaque le décryptage du symbolisme de la polarité. Et il y a l'arianisme qui, lui, représente le mâle, donc le soleil, et qui est bien sûr la synthèse. Et qu'est-ce que l'antithèse? Eh bien, c'est le nouveau monde, le nouvel ordre mondial. La synthèse, pardon, c'est le nouvel ordre mondial. Et on retrouve cette symbolique dans le symbole du Baphomet.
Donc Baphomet, il y a de part et d'autre les colonnes de Salomon. On bien sûr que Salomon était, le prophète Salomon est innocent de cet ésotérisme. Ils ne font que reprendre les codes du bien pour mieux les pervertir. Je reviens sur ce point. Donc il y a les colonnes de Salomon, Jachin et Boaz, qui incarnent la polarité, avec d'un côté la force mâle, donc en l'occurrence l'arianisme, et d'autre côté la force femelle, donc le féminisme, dont le féminisme est un avatar. Et cette force femelle qui est incarnée par la Lune, elle représente l'élite financière juive, et la synthèse qui est le nouvel ordre mondial. Et ce Baphomet, eh bien, c'est un androgyne. C'est-à-dire qu'il est la synthèse de l'homme et de la femme. Et c'est d'ailleurs exactement ce à quoi nous sommes exposés dans les programmes scolaires modernes, actuels, et la théorie du genre. On nous fait passer cela comme un élan moderne, mais en réalité, ça reprend les vieux principes kabbalistiques et que l'on voit dans ce fameux Baphomet, qui est lui-même une représentation cachée de Pan, donc ce dieu de l'Antiquité, qui bien sûr il y a une forte connotation érotique et sexuelle. Eh bien, tout en bas du pan, il y a du Baphomet, il y a le serpent qui entoure ou qui rampe. Et en fait, ce serpent, le symbole de la mutation, de la transformation, mais aussi il va permettre la synchronisation entre ces deux éléments disparates, cette polarité que sont le mâle et la femelle, et qui vont aboutir vers une illumination. Et donc, c'est-à-dire l'utilisation maximale du potentiel humain. On est en plein dans le monde kabbalistique. Donc il faut comprendre ici tous les films autour du thème autour des super-héros, du transhumanisme. Et en haut de la pyramide, il y a la glande pinéale. Donc la glande pinéale, elle est unique. Elle est au sommet de cette fusion entre la force, les deux forces opposées, donc ces polarités, et elle permet l'illumination. Donc l'équivalent de cette force, de cette glande pinéale, c'est l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. Et l'œil qui voit tout, il est lié avec l'espionnage, puisque l'espionnage, l'intelligence, elle consiste à avoir accès à la connaissance, puisque la connaissance est une forme de pouvoir, et laisser les autres dans l'ignorance est également une forme de domination et de pouvoir. Donc cette illumination, elle est élitiste. On vous dit qu'on veut tirer le monde vers le haut, mais elle est élitiste, et elle s'adresse uniquement à une poignée d'individus qui auraient pour fonction de dominer le monde. Mais bien sûr, ce projet est voué à l'échec, et c'est aussi que je vais en parler. Avant de continuer, j'aimerais faire une petite parenthèse avec la franchise Géladal, dont le logo il est très révélateur. On retrouve un petit peu, c'est pratiquement la copie conforme du logo de la franc-maçonnerie, avec le G au milieu, avec un cercle qui représente l'équerre, un carré qui représente, le cercle qui représente le compas et le carré qui représente l'équerre. On pourrait même deviner un petit peu, avec un peu d'imagination, en haut, les oignons qui seraient les colonnes de Salomon. On pourrait même deviner en bas, avec la salade, le fameux serpent qui mute et qui va permettre l'harmonie entre les deux colonnes, donc la synthèse. Et au milieu du graphique, il y a un G. Donc G, dans le symbolisme maçonnique, il signifierait soit géométrie,
ou éventuellement News, mais il pourrait avoir une autre explication et qui est la gravité, le jet de gravité, et qui est en lien avec la théorie de Newton et de l'unification. On avait vu l'unification pour le ahad chez les Esséniens et pour le tout chez Pan, le Pan de l'Antiquité. Donc on est en plein panthéisme, monisme, panthéisme. Ensuite, ces notions d'unification consistent à réunir le haut et le bas. Donc là, on est en plein symbolisme hermétique, donc chez aussi qui a été développé par Lester Crowley et qui est de ce qui est en haut est en bas. Et aussi la gravité, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur Interstellar, qui décryptait Interstellar, eh bien, c'est qu'au centre de la Terre, donc c'est lié avec la théorie de Newton, il y a ce qu'on appelle l'absence de gravité. Il y a aussi la théorie en mathématiques de Pythagore, mais je ne suis pas un matheux, donc c'est un domaine dans lequel je suis très mal à l'aise. Et donc, l'absence de gravité dans le centre de la Terre, où est emprisonné Satan, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation avec l'absence de loi. C'est-à-dire l'absence de loi physique, par corrélation, elle entraîne l'absence de loi morale. C'est exactement le thème du messianisme kabbalistique, et je vais en parler de façon plus approfondie lorsque j'aborderai la pédophilie transgressive. Et il est intéressant que Géladal, au XIXe siècle, elle avait cette expression familière, elle avait deux connotations. Une connotation, bien sûr, terre-à-terre, qui est Géladal, c'est l'appétit gustatif, l'appétit curatif, mais il y a aussi une allusion à l'appétit en second degré, l'appétit sexuel et l'appétit érotique. Donc on est toujours dans le monde de Pan, toujours dans le monde de Baphomet, et il faut savoir qu'Aleister Crowley, il explique qu'il a fait revivre un principe occulte qui avait été perdu et qui avait été attribué aux Templiers, donc les crypto-juifs, et qui était la magie sexuelle. Et l'un des piliers de la magie sexuelle, pour l'exemple que j'ai évoqué précédemment, c'est l'homosexualité. Donc toutes les accusations qui ont été proférées à l'encontre des Templiers, ce ne sont pas des équilibrations, elles sont véridiques. Les accusations d'homosexualité, les accusations de satanisme, ce ne sont pas des équilibrations, c'est effectivement ce qui avait lieu dans leur temple caché, puisqu'ils étaient ésotéristes, messianistes, kabbalistes, et d'ailleurs, l'histoire nous montrera que leur flambeau a été repris dès leur disparition. Et curieusement, donc une fois qu'ils ont quitté leur dernier château fort, leur dernière place forte à Saint-Jean d'Acre au Liban, ils se sont réunis dans un premier temps à Malte, donc là-bas il y avait l'ordre de Malte, qui était aussi un repère juif. Ensuite, ils se sont rendus, ou on va dire une poignée de temps après, il y a eu la création des fédérations helvétiques, dont le drapeau ressemble curieusement au symbole templier, et on a vu que il ne s'agissait pas d'une croix chrétienne, mais d'une croix ésotérique. Et pour l'anecdote, il y a une ville en Suisse qui s'appelle Sion, et par la suite, la Suisse est devenue un pays neutre, donc il faut se demander pourquoi. Et voilà pour l'anecdote. Et pour revenir à la franchise Géladal, elle est tenue, en tout cas en partie, par des musulmans, et notamment, comme on me l'a appris récemment, par des musulmans orthodoxes. Donc on voit la concrétisation des propos de Jacques Attali, qui avait promis qu'il fallait exploiter une nouvelle bourgeoisie musulmane. Et lui, bien sûr, il va donner des raisons philanthropes, mais en réalité, c'est pour neutraliser la classe moyenne autochtone, et bien sûr, de faire avancer un peu plus le projet
de domination totale du monde qui passe bien sûr par la désintégration de la structure familiale traditionnelle et le déverrouillage des nations. Et il est intéressant que récemment, une information qui est passée quasiment inaperçue, elle expliquait que les Rothschild s'intéressaient à l'économie du halal, et on en voit ici une manifestation avec cette mise en place d'une chaîne, d'une franchise alimentaire. Et on peut parier qu'en ces périodes de désintégration de la classe moyenne, et notamment le milieu de la restauration, on peut parier que le gel Hadal va faire un bond en avant, et on ne peut qu'imaginer qu'ils vont percer dans le domaine de la restauration rapide.